Les diapos. On n'a pas les diapos? Les diapos. Oh oui, ton accent québécois, quand même, encore pas. Donc, C'est ça, c'est pour... Je le fais pour donc équipe 6. Équipe 6, K. Apmal, niveau universitaire, composée de Victoria Richard, Léa Céris, Audrey Charnalet. Donc, je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Marie-Josée Roy, département de management. Marguerite Schumacher, département de management. Jean-Louis Bogossian, département de management. Bonjour, merci d'assister à notre présentation. Je vais vous présenter notre équipe qui est composée d'Audrey Charnalet, Léa Série et moi-même, Victoria Richard. On va donc vous proposer l'analyse du phénomène Yellow Tag. Le mandat qui a été proposé va vous être expliqué par Audrey. On a tout d'abord décidé d'évaluer l'impact d'une baisse des prix de vente en période de crise et ensuite la mise en place d'un plan marketing adapté aux nouveaux enjeux que l'entreprise a. Le plan de la présentation sera comme suit. Donc on va faire une analyse de la situation, puis on va évaluer les solutions proposées par Bill et Porter. On va ensuite vous proposer une solution alternative et bien sûr l'implantation de cette solution alternative. Notre analyse des forces et faiblesses. Oui. Alors, on a décidé de commencer par une analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Je vais commencer par les forces. Tout d'abord, la force qu'on a trouvée la plus importante dans cette entreprise, c'est l'identité de la marque. Elle est très forte, le consommateur l'identifie facilement, tout d'abord par sa bouteille différenciée, de formes différentes qui se repèrent bien sur les étagères des magasins, ainsi que le kangourou, qui est aussi une marque de différenciation. Une des autres forces serait la fidélité des consommateurs. Comme on a pu le voir, le consommateur a tout d'abord commencé à consommer Yellowtail quand il était vers sa vingtaine, puis tout au long de ces années-là, maintenant ce sont des baby boomers qui consomment cette marque-là. Une des valeurs principales de cette entreprise, c'est que ce soit des entreprises familiales, ils veulent seulement travailler avec ces entreprises familiales, ce qui montre un lien de confiance et donc de stabilité avec les fournisseurs, qui voient plus comme des partenaires que des fournisseurs. De plus, c'est le leader de l'importation des vins australiens sur le marché des États-Unis. Et on a un très bon rapport qualité-prix dans cette entreprise. Les faiblesses qu'on a pu noter, c'est tout d'abord la non-diversification, puisqu'ils sont simplement concentrés sur les vins de table et non sur les spiritueux, ou les mousseux, ou les champagnes, ce genre de choses. Et de plus, ce serait la dépendance envers Casella Wine, puisque c'est leur principal partenaire dans les vins australiens qui représentent la plupart de leurs importations, comme je le disais auparavant, puisque c'est un leader dans l'importation du vin australien sur le marché des États-Unis. Les opportunités qu'on a pu identifier, tout d'abord, c'est donc la réputation croissante des vins australiens. Les Américains apprécient de plus en plus les vins australiens. De plus, le marché général du vin est en croissance, ce qui est une bonne chose pour notre entreprise. Le marché du vin d'importation est en croissance aux États-Unis.
Il y a une mise en avant du vin rouge par les études médicales qui prouvent qu'un verre de vin rouge par jour améliore la santé. Les menaces qu'on a pu identifier, tout d'abord l'économie mondiale qui est en crise et donc qui prévoit une baisse de la consommation, une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Une montée en puissance des vins d'Amérique du Sud, particulièrement argentins, qui a augmenté de 20% dans les dernières années. Une diminution des ventes de vins de bas de gamme, donc entre 2007 et 2008. Et finalement, le prix moyen des vins locaux qui est inférieur à celui des vins importés. Je laisse la parole à Léa pour la suite. Donc les deux gestionnaires de la société, ils ont envisagé des solutions pour pallier à leurs problèmes et éventuellement aux problèmes financiers qu'ils peuvent avoir pendant la crise. Ils ont envisagé deux stratégies. La première, c'est la baisse du prix de certains vins, et la deuxième, c'est à propos de leur stratégie marketing. Nous, on a regardé les deux solutions qu'ils avaient proposées et leurs avantages et leurs inconvénients pour en discuter, savoir ce qu'on pourrait réutiliser et ce qu'on pense que c'est plus ou moins une bonne idée. Donc par rapport à la baisse du prix de certains vins, donc il y a c'est le fils du président qui a proposé de baisser les prix de certains vins. Son père a accepté, mais il préférait une baisse limitée à certains vins, à savoir si c'est plus ou moins 3 vins ou un peu moins, et limitée à certaines régions pour faire des tests pour voir l'impact que ça a sur les consommateurs avant d'envisager une baisse générale. Nous, on a remarqué que cette baisse limitée, c'était vraiment un avantage par rapport à effectuer une baisse globale tout de suite, parce que ça permet peut-être de tester l'impact sur une plus ou moins longue durée avant d'envisager une baisse générale. Et aussi, ça permettrait peut-être de toucher des nouveaux clients cibles qui ne consomment pas forcément leur vin parce qu'ils sont plus qui consomment plus les vins encore moins chers et qui, cette fois-ci, comme la baisse des prix, ça leur permettrait de tomber dans la catégorie économique au lieu de bas de gamme. Peut-être qu'éventuellement, ils auraient des nouveaux consommateurs dans la catégorie économique. Par contre, on a remarqué que cette stratégie, elle aurait pas mal d'inconvénients, notamment que ça pourrait éventuellement et probablement dégrader leur image de marque, parce que souvent la baisse de prix, en général, quand un produit comme ça baisse de prix, ça peut être associé à une baisse de qualité ou à une réduction des coûts qui se répercutera forcément dans ou le packaging, ou la qualité du produit, ou d'autres choses. Ensuite, la hausse de la consommation des clients actuels et fidèles de la marque, elle est très peu probable. C'est pas parce que le vin ils vont baisser qu'ils vont par exemple se mettre à consommer comme une bouteille de plus par semaine, voire davantage. En général, ils ont leurs habitudes de consommation. Et ensuite, le segment des vins bas de gamme, il est en perte de vitesse au niveau des ventes et au niveau de ce qui est écoulé et des recettes qu'il a procurées entre 2007 et 2008 par rapport au segment plus haut de gamme. Et je pense que descendre la marque d'une gamme, ça peut potentiellement porter préjudice au chiffre d'affaires de la marque. Leur stratégie marketing, donc ça consiste principalement, ils ont une forte présence publicitaire, que ce soit à la télévision et dans les médias, ainsi qu'ils ont un site internet développé, et ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un avantage parce que ça renforce leur image de marque auprès de leur clientèle actuelle et de la jeune clientèle, et ça leur donne beaucoup de visibilité. On a parlé en plus de leur bouteille qui a de par sa forme et son étiquette est davantage visible sur les étagères. Et aussi, ça permet de cibler une jeune clientèle qui se met à consommer, donc c'est des nouveaux consommateurs qui passent l'âge légal de consommer, qui ne consommaient pas avant et qui prendront éventuellement leurs habitudes avec cette marque-là. Par contre, l'inconvénient de cette forte présence marketing, c'est que ça délaisse la clientèle plus mature et plus haut de gamme, qui, elle, se concentre plus sur le bouche à oreille, les vins qu'ils ont découverts, par exemple, à d'autres repas ou qui font des dégustations régulières et qui sont conseillés par un sommelier qui, eux, se basent plus sur la qualité des produits et moins sur la tendance et ce qui est connu vis-à-vis de tout le monde et de la jeune clientèle. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que la baisse des prix pour certains vins, on pense que ce n'est pas une bonne idée et c'est une stratégie qu'on refuse catégoriquement dans un premier temps. Et la stratégie marketing, on accepte qu'elle continue, et on va l'appliquer à notre solution, mais potentiellement modifiée. Mais on garde les grandes idées et leurs buts principaux. Et maintenant, Victoria va vous expliquer ce qu'on envisage plus précisément. Donc, notre proposition alternative pour répondre à cette crainte de diminution des volumes de vente, ce serait une stratégie de diversification de la clientèle. C'est-à-dire, on va proposer
d'importer une cuvée exceptionnelle. Donc déjà pour pallier radicalement à la crainte pour l'année 2009, donc l'année à venir. Et on va essayer de jouer sur un vin qui serait un peu de segment moyenne gamme, parce que là, on a peur de tomber en changeant le prix vers un segment de gamme économique. Là, on se dit que si on attire de nouveaux clients grâce à une augmentation de gamme, on va augmenter notre volume de vente, mais aussi encourager les clients actuels à dépenser davantage, parce que ils vont voir que cette cuvée exceptionnelle correspond à l'achat de produits qu'ils font d'habitude et ils vont se trouver attirés par le fait d'aller essayer cette cuvée exceptionnelle. On joue vraiment sur le phénomène comme un peu toute leur stratégie marketing de mode qui passe, et c'est une nouveauté, on va essayer la nouveauté va être essayée par les clients donc plus haut de gamme et continuée par les clients actuels. Cette solution va être mise en place de la façon suivante. On va d'abord développer la cuvée spéciale avec la famille Kessela en Australie, tout en élaborant la stratégie marketing qu'on va utiliser. Et cette stratégie marketing qu'on va utiliser va surfer exactement sur la stratégie marketing actuelle. C'est-à-dire qu'on va reprendre le même design de la bouteille, à peu près le même code couleur, en travaillant plus sur des coloris plutôt que jaunes mais rouges. Et on va mettre un koala sur la bouteille pour que les clients actuels continuent à s'identifier à l'image de l'animal proposé par le kangourou sur les bouteilles qui sont actuellement en marché. Et nous, notre koala va répondre à cette augmentation pour la vente de moyenne gamme. Pendant l'élaboration de la stratégie marketing, il va y avoir donc le développement de la cuvée spéciale. Ensuite, on va mettre la cuvée spéciale en bouteille à la propriété. C'est très important parce que avoir le signet sur sa bouteille de vin mise en bouteille à la propriété, ça permet de rassurer le client et de lui valoriser le fait que c'est un produit de middle gamme. L'idée, c'est que quand on importe le vin directement aux États-Unis, qu'il est mis en bouteille comme c'est fait actuellement, on ne peut pas avoir le seau mis en bouteille à la propriété. Et là, on voudrait, pour assurer la qualité milieu de gamme de notre vin, de le mettre en bouteille à la propriété. Donc ensuite, pendant le temps de mise en bouteille à la propriété, on va faire la création de l'étiquette. Donc, comme je viens de vous parler, avec le koala, on va développer cette étiquette qui répondra à peu près aux mêmes critères que l'étiquette sur les autres bouteilles. Ensuite, on va faire l'exportation aux États-Unis et la mise en vente du produit avec la promotion cuvée spéciale Red Koala. Donc vraiment pour jouer sur le fait que c'est une cuvée spéciale, on va faire une promotion autour de ça, on va les mettre en tête de gondole pour que les gens soient vraiment stimulés à créer ce nouveau besoin d'achat, donc cette nouvelle envie d'acheter du middle gamme, des vins à prix accessible mais de qualité, et pour que les clients actuels mettent 2-3 $ en plus dans des vins un peu de middle gamme, mais surtout dans un vin qu'ils veulent découvrir parce qu'ils sont déjà au fait de la marque, des vins proposés par la marque actuellement. Ensuite, sur le long terme, ce qu'on propose, parce que c'est bien chouette de faire ça pour contrer sur 1 an, 2 ans peut-être avec une cuvée spéciale, mais après avoir développé cette cuvée spéciale, on a quand même mis du temps, investi de l'argent dans une stratégie marketing et dans le développement donc de cette cuvée. On va vous proposer de continuer la cuvée spéciale et de surfer sur la même stratégie marketing, c'est-à-dire de développer une grande gamme de bouteilles de milieu de gamme avec toujours le même concept de bouteille mise en bouteille à la propriété, ce qui vous permet de valider auprès du consommateur la qualité de votre vin, et toujours une exportation vers les États-Unis avec une mise en vente et une promotion autour de la gamme Red Koala. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus sur le fait que la mise en bouteille, oui c'est ça, donc sur le long terme, c'est continuer, peut-être développer à peu près 3 vins blancs et puis 3 vins rouges, parce que comme ça garde l'équité entre les deux produits. On a constaté que les vins rosés
n'était pas vraiment très populaire et en décroissance de vente, et aussi surfer sur la gamme, sur l'idée que les vins rouges, comme certaines études l'ont démontré, peuvent apporter des bienfaits sur la santé, bien sûr à une petite consommation, hein, qu'on se le dise. Il ne faut pas non plus croire qu'en buvant toute une bouteille, on va pouvoir s'arranger. Mais peut-être jouer donc, avec les mêmes stratégies marketing sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, et tout ça pour attirer les jeunes aussi vers ces nouveaux produits, pour qu'ils commencent à développer leur goût aux produits de milieu de gamme. Et maintenant, on va pouvoir vous remercier de votre attention et passer à la période de questions avec quelques minutes. Vous avez parlé de 3 $, cette cuvée exceptionnelle. Ce serait quoi environ le prix de la bouteille, juste? Est-ce que, je crois, je vous ai entendu parler de 3 $ de plus, c'est quoi? On pensait faire, nos bouteilles actuellement sont vendues entre 4,99 $, 5,99 $, si je ne me trompe pas. Et pour passer à un vin de moyenne gamme, il faudrait passer à des bouteilles qui seraient d'environ 7,99 jusqu'à 9,99 $, si mes souvenirs des annexes sont corrects. Donc ce serait passé dans une fourchette à peu près de 8-9 $ la bouteille de 75 centilitres. Moi, mes questions, c'est souvent. Alors, vous nous faites une proposition. Je serais curieuse de savoir à quelle étape on va dire « Wow, on a réussi », puis nos consultants nous ont vraiment suggéré une bonne stratégie avec ce Red Koala. On part de quoi l'envergure en termes de vente que vous pensez que ce serait une mission accomplie pour nous? C'était une bonne stratégie. C'est ça, nous, c'est pour ça qu'on a fait qu'on a prévu ça en 2 étapes. Et le premier temps, c'est que la première année, développer vraiment un vin blanc, comme on a vu que c'était qu'on pouvait le mettre au marché plus rapidement, et vraiment en faire qu'un seul pour voir l'impact que ça a sur les clients, comme le démarrage des ventes. On sait que l'entreprise, on ne peut pas vraiment comparer ses premières ventes parce qu'elles sont vraiment anciennes, et par exemple comparer à la concurrence et ce qu'ils vendent, pour après éventuellement penser à développer plusieurs vins blancs et vins rouges, évidemment pas tout faire d'un coup parce qu'il faut vraiment analyser l'impact que ça a sur la clientèle et si vraiment ça se vend. Et après, par rapport aux mises en bouteille, on n'a pas exactement les chiffres exacts de la clientèle actuelle de la marque, mais ce serait quand même pas mal qu'il y ait quand même 10 à 20% de la clientèle actuelle, comme on sait que c'est une clientèle assez suivie, comme ils le disent, qui ont commencé dans leur vingtaine et qui continuent après, qui passe à cette bouteille-là, parce qu'évidemment, en évoluant dans l'âge, leur salaire augmente, donc ils auraient vraiment les moyens de passer là. C'est vraiment leur habitude de consommer l'ancien qui passerait au nouveau pour rencontrer comme 10 à 20% de la clientèle, ce serait déjà énorme. Merci. Moi, j'ai une question de temps, parce que pour développer ces nouveaux vins, ça va prendre au moins 4-5 ans. Et tout ça, ça place le burden, le poids le plus lourd sur le partenaire Castella, parce que Deutsche, pendant ce temps-là, ils continuent à vendre ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui va... C'est quoi la motivation pour Castella de accepter la majorité du risque? Dans un premier temps, on s'est penché sur l'idée justement de vous parler que ça prendrait presque un petit moyen terme pour développer cette nouvelle cuvée, mais on sait que les Castella font déjà de l'acquisition de raisins auprès d'autres fournisseurs, et donc en fait, à partir de ce moment-là, ils pourraient réussir à créer un cépage, un vin de moyenne gamme assez rapidement en faisant l'acquisition auprès de fournisseurs agricoles de raisins, d'un certain type de raisin. Donc ça réduirait dans un premier temps la mise en place de la vente de ce nouveau produit qui viendrait répondre à la crainte de la baisse de volume pour vraiment le court terme qui suit la crise dont on a parlé.
Et dans un deuxième temps, ça permettrait à la famille de continuer à faire affaire en fait avec le revendeur aux États-Unis plutôt que le revendeur aille voir une autre famille. Eux, ça leur donne, je dirais, un petit peu de challenge. Ils sont spécialistes dans les vins de qualité. On le voit dans toute l'histoire qui est expliquée de leur famille. On voit qu'ils ont une très belle expertise. Et donc, ça leur permettrait de mettre cette expertise au travers de la création d'un nouveau produit un peu plus de moyenne gamme et surtout de continuer le partenariat et de aussi développer sur le plus long terme, pour encore du plus long terme, une nouvelle gamme de produits à exporter aux États-Unis et donc avoir encore plus de notoriété dans les pays d'Amérique, aux États-Unis. Vous avez parlé d'une crise économique, mais la solution, c'est de produire un vin de plus haut de gamme. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien? Bon, on a beaucoup regardé les annexes et on a remarqué que même si c'était une période de crise économique, tout ce qui est vin haut de gamme, champagne, vin à dessert, alors que c'est probablement plus accessoire que le vin de table, la consommation a augmenté, alors que le vin de table, et surtout le vin de table économique et bas de gamme, la consommation en bouteille a diminué et les ventes ont diminué. Donc nous, ce qu'on a remarqué, c'est que peut-être les gens ils diminuaient leur consommation de vin bas de gamme, mais qui préféraient comme privilégier éventuellement boire moins souvent, mais se payer une meilleure bouteille qu'en boire plus souvent. Et c'est pour ça qu'on a pensé que se réorienter vers les vins un peu plus haut de gamme, c'était probablement une bonne idée, surtout parce que éventuellement, s'ils concentrent leur consommation sur les grandes occasions, ils vont privilégier cette bouteille-là à nos bouteilles classiques et même nos consommateurs classiques pour leurs grandes occasions, même s'ils auraient pris des bouteilles classiques. Une nouvelle bouteille, c'est toujours quelque chose, on sait que même en période de crise économique, c'est pas vraiment le genre de produit qui a été touché les vins haut de gamme et c'est pour ça qu'on veut augmenter de gamme. Les questions sont finies. Merci. Ouais, c'est ça. Oui, je sais, c'est quelque chose pour laquelle je ne pouvais rien, on s'excuse vraiment, il y a eu comme une confusion. Mais on a décidé qu'on va utiliser cette ligne. On va faire notre... Là, on va intégrer celle qui vient de se produire. Ouais. Et puis vous ajouterez la dernière dans votre Oui, mais on aura quand même un peu de temps et on pensait que de faire le debriefing avec les équipes. Est-ce que vous voulez ça? Parce que sinon, nous, dès Je pense pas que ça va être possible parce que à cette heure-là, les équipes sont pas mal dispersées, je dirais. Eux qui ont commencé plus tôt sont partis. il n'y aura pas de débriefing. Ouais, c'est ça, mais si vous avez le temps de mettre le plus de détails, je sais que c'est un peu plate, hein, mais mettre un peu plus de détails écrits. Moi, j'ai pris des petites notes ici et là, puis on faisait un ranking. Au fur et à mesure que les équipes, on les rank. C'est parfait. Donc vous avez déjà une idée de comment vos équipes vont être classées. C'est ça, mais on n'a pas de notes. Ce qui nous inquiète, c'est plutôt le debriefing parce que tout le monde ici doit partir. Ouais. Mais on peut garder vos notes si vous êtes d'accord pour me faire vos notes. Ah ben nous, c'est des notes sur les PowerPoint. C'est pas qu'il faut parler. Ouais, c'est ça. On va essayer de vérifier. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ah, ok. Nous, on aurait. On fait ce qu'on peut. Ouais. Je sais qu'on a une feuille de classement là. Oui. C'est ça le classement qu'on va pouvoir Non, faire. c'est juste par rapport au feedback pour les équipes, mais on va essayer de voir si ça va. On peut pas, c'est pas grave. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, et pour l'année prochaine, on voulait dire que c'est pas une bonne idée de garder. Là, c'est notre équipe. C'est pas juste pour les équipes. Et en plus, c'est toujours un peu embêtant parce qu'après ça, eux arrivent avec comment eux se perçoivent là-dedans. et c'est plus stressant pour les personnes qui pour les Ouais. personnes qui Plus il y a de monde pour eux, plus c'est stressant. Oui. Ok. On pourrait. Mais je comprends qu'il y a un point de vue
petits questionnels. Oui. C'est intéressant, c'est juste parce que ça a commencé avec la première équipe, ils participent aux NBA Games, donc ils voulaient voir la différence, les autres points à apporter. Donc c'est parti de cette idée-là, enrichir la les avantages et inconvénients. Oui, je suis Mais d'accord. c'est vrai que pour que ça soit équitable. C'est absolument. Vous avez raison. Bon, on va vous laisser, on va essayer de voir si on peut réunir les équipes pour du feedback, si elles sont toutes là. Oui, on va regarder. De toute façon, Le plus on va- possible. C'est pas fait comme vous pensez. Alors, Et nous, on va. La prochaine, c'est 45 et 50. Et 50. Est-ce qu'on peut prendre du café 50. ou quelque chose?